Oui, le grand Y, c'est la production totale. Le petit Y, c'est la production par tête ou bien la production par travailleur ou bien on peut appeler aussi ça la productivité d'un travailleur. OK, parfait. Et le K, c'est pareil. Le K, c'est le capital et Mhm. le petit K, c'est le capital par tête. Exact. OK. Et pour qu'un K divisé par L, c'est toujours égal à un petit K, c'est ça? C'est ça. Et la même chose pour le Y divisé par L, c'est toujours égal au petit Y. Exact. OK, parfait. Parce que ça, il faut qu'on connaisse. Ça, vous n'allez pas écrire ça à l'examen. Euh, ok, je comprends un peu vos préoccupations. Sinon, Oui. C'est sinon, sûr qu'il faut qu'on sache de oui, quoi on parle, mais oui, parfois, c'est ça. c'est mélangeant. Tout à fait. Je comprends pour des gens qui ne sont pas habitués, n'est-ce pas, aux formules, Exact. aux trucs mathématiques. Regardez par exemple cet exercice. Vous voyez ce qu'ils disent ici? Il dit clairement, il dit calculer le taux de croissance. Non. Qu'est-ce que la productivité aurait du travail? Ok. Est-ce que je l'ai clairement ailleurs? Non. C'est juste là, quelle est la productivité aurait du travail? Bon, c'est ce que j'ai dit, par exemple, la productivité aurait du travail. Vous voyez ça? La question peut être, ça va être posée généralement comme ça, calculer la production par travailleur. Mhm. Parfois, on va vous mettre grand Y sur L ou bien petit Y égale à grand Y sur L. Parfois, on ne va pas du tout le mettre. Parfois, on va juste dire calculer la production par travailleur. Donc, quand on attend production par travailleur, donc c'est nous-mêmes qui devons savoir que ça va faire, n'est-ce pas, euh, la production totale divisée par le nombre de travailleurs. Et puis, donc, ça va être grand Y sur grand L. Et puis, dans le cours, bon, on a noté petit Y. Donc, vous pouvez le noter comme ça. Mais si vous ne le notez pas comme ça, ce n'est pas bien grave. OK? Dans tous les cas, si on met la formule, on met la formule, on va devoir, n'est-ce pas, vous faire comprendre ce que ça représente, n'est-ce pas? Mais si vous ne le mettez pas et qu'on vous demande, n'est-ce pas, de le calculer, ben, je pense qu'à un moment donné, vous, de calculer, par exemple, la production par travailleur, vous allez mettre grand Y sur grand L. Alors, dans le cours, en fait, tout ce qu'on a vu dans le cours, c'est ça, en fait, on a noté petit Y. Donc, les notations de l'examen ne vont pas être différentes donc, de la notation donc, du cours. Donc, c'est à vous aussi, n'est-ce pas, de savoir que oui, c'est ça qu'on note comme ça. Le petit K, c'est le grand K sur grand L. Mais s'il n'y a pas vraiment le besoin, regardez, si vous êtes confus, je vais vous dire quelque chose. Si dans les 6, on ne précise pas du tout petit K, petit Y, et que vous êtes confus, mais on vous demande de calculer la production par travailleur en fonction du capital par travailleur. Mais ça veut dire que dans votre formule, à un moment donné, vous devez trouver cette production par travailleur en fonction donc de, je ne sais pas, comme ça, K sur L, je vais mettre alpha. Si quelqu'un qui laisse comme ça, c'est pas faux, c'est vrai. Parce qu'il ne sait pas qu'il devrait Oui, OK, être je petit comprends. y égale à A fois petit k. Bon, les 6 n'ont pas précisé petit y, les 6 n'ont pas précisé petit k. Alors, vous êtes dans votre droit, OK? Mais si les 6 précisent maintenant en disant que petit y égale à ça, petit k égale à ça, et donc là, dans ce cas, vous allez aller faire ça, OK? Parce que d'autres questions qui vont suivre vont dépendre, n'est-ce pas, donc de cette formule qui est ici, en fait. Mais les 6 va devoir préciser ça, OK? Sinon, vous allez de manière naturelle. D'accord? OK, merci. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui sont levées. Je pense que c'est Magali, premièrement. Oui, merci. Écoutez, monsieur, je veux vraiment pas parler d'une manière qui offense ou rien, mais depuis le cours 1, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la même question revient souvent. Est-ce qu'on va avoir le droit aux formules? Je vais parler pour moi. Et votre réponse qui revient souvent, c'est non, mais vous n'en avez pas besoin. Et moi, je trouve que personnellement, votre réponse n'est pas très claire.
Fait que si la réponse revient souvent, je crois que c'est parce que, puis même moi, je trouve que votre réponse n'est pas claire. Si vous me dites, mais c'est très facile, encore une fois, là, je veux vraiment pas être offensante, mais il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui étudie en économie. Moi, je suis en train de faire un bac en ressources humaines. Vous êtes sûrement en sachant que ce cours est obligatoire pour moi. Je suis une étudiante super assidue. J'ai écouté toutes les capsules. Je vous ai écrit un courriel même avant que le cours commence concernant les courriels. Mais j'ai besoin de clarification par rapport à oui, il y a pas de... qu'est-ce qui va être disponible, qu'est-ce qui ne va pas l'être, de ne pas me faire dire ben, regarde à la 2e page parce que là, tu vas l'avoir. C'est pas clair pour moi, ça. OK. En fait, ce que je dis, c'est que vous ne prendrez pas de notes. Il n'y aura pas de notes pour vous. OK? Maintenant, ce que je dis, c'est que si vous... Je dis, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, donc de bûcher des formules en tête parce que les seules formules que vous avez besoin vraiment de bûcher en tête, c'est le rappel mathématique. Parce que les autres formules, vous n'en aurez pas besoin parce que ça va être à partir de l'exercice que vous allez vous-même calculer. OK? Parce qu'il n'y a pas de formule que vous allez prendre pour venir plager donc, dans l'exercice. Vous avez remarqué tous les exercices qu'on a fait jusqu'ici. Les seules formules qu'on a utilisées, ce sont les formules de rappel mathématique. Et les formules de rappel mathématique, c'est ce que j'ai présenté là. Okay? Les autres, c'est vraiment dans l'exercice que vous allez devoir utiliser. Par exemple, vous allez utiliser ce qui est donné ici pour calculer, par exemple, donc, ce qu'on va vous demander de calculer. Par exemple, ici, la première question, c'est de calculer le taux de croissance annuel moyen de l'efficacité A. Donc, on va se servir de ça pour aller calculer ça. Donc, si quelqu'un prend une autre formule et qu'il met, ben, il va être faux parce que la formule ne va pas être exactement la même chose. OK? OK, excusez, oui, j'étais sur mute. Désolée. Moi OK, aussi, si tu me permets un second, j'avais exactement la même inquiétude. Je ne sais pas si tu as fait le cours de microéconomie, mais en fait, le prof que j'avais en micro, il disait la même chose, qu'on n'avait pas besoin de formules. Et vraiment, j'étais surpris dans l'examen que vraiment, on n'avait pas besoin de faire des formules parce que ce qui était évalué, qui était comme plus important, c'est l'analyse des graphiques, les déplacements des courbes, tout ça. Donc, finalement, on n'avait pas besoin de formules. Je crois peut-être que la dynamique est un peu similaire. En tout cas, vous voyez, l'examen, ça va être similaire à tout ce qu'on fait jusqu'à présent. OK? Dans tous les exercices, tout ce qu'on fait jusqu'à présent, ou bien les examens que vous avez trouvés sur Moodle, ça va être comme ça. Donc, nulle part, on va vous demander, donner la formule de, ça ne va pas arriver. Donc, ce qui fait que, ou encore, bon, pas donner la formule, mais quand on dit de calculer, par exemple, ici, le taux de croissance, donc là, ce dont vous avez besoin, c'est de connaître, n'est-ce pas, ceci. Donc, c'est ça que là, vous allez utiliser ça. C'est ça que j'ai dit. C'est les formules donc, de rappel mathématique dont on aura besoin. Ça, c'est les vraies formules parce qu'on va essayer de les appliquer, n'est-ce pas? On nous demande directement de calculer quelque chose et puis on doit aller chercher ça pour venir appliquer. Okay? Donc, ça, ce sont ces formules-là dont on a besoin en plus donc, du taux de croissance annuel moyen. Voilà. Sinon, le reste, ça va être à partir de l'exercice où vous allez vous-même, n'est-ce pas, prendre ce qui est donné dans l'exercice et travailler. OK? Donc, vous avez besoin donc ça de le savoir. Ça, le rappel mathématique. C'est clair un peu, Magali? Je vais vous dire après l'intro. Merci. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est un cours, c'est un métacours, ça ne dépend pas de moi, n'est-ce pas, donc de décider qui va avoir donc, une note pour les étudiants ou non. Donc, c'est vraiment plusieurs, je pense qu'on a plus de 15 groupes. Voilà. Donc, c'est clair que... mais bon, faites l'effort de retenir ça. Et ça va bien aller. OK? Alors, est-ce que vous savez le local de l'examen, monsieur? Le local, non, pas encore. On va vous informer dès que ça se rapproche. Je vais vous envoyer un courriel. Parce que, tu sais, il y a peut-être du monde du nord, du sud. Moi, je n'avais pas vu ce cours-là. Il était rattaché
à l'UQAM, Laval, Montréal, peu importe. Là. Oui, c'est... ah, ok, vous ne saviez pas. Non. Ouais. C'est où exactement? C'est à Montréal, à Québec? Ouais, c'est... Waouh! Ça, c'est vraiment... Ok, attendez, je vais prendre l'autre parce que ça devient intéressant. Je crois que c'est à Montréal. Hein? Normalement, c'est à Montréal. Oui, c'est ça. C'est à Habituellement, l'ESG. C'est à l'ESG que ça sera. Mais je pense que, ouais, la manière donc le cours a été affiché, ça n'a pas donné l'impression comme si, en fait, même l'examen, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, en fait, qu'elle suivait un cours aussi les samedis. Donc, parce que l'examen va avoir lieu un samedi, en fait. Et la personne ne savait pas en réalité que l'examen va être en présentiel aussi le samedi. Donc, parfois, il y a des informations qui sont manquantes au moment où il n'y avait rien au début quand moi je me suis inscrite. Là, fait que, tu sais, moi, d'habitude, là, je suis du Nord, moi. Fait que d'habitude, je vais à l'UQAM à Laval. Oui, c'est ça. C'est à l'ESG. Bon, je vais écrire au secrétariat pour voir, vu qu'au début, il n'avait pas affiché le cours. Enfin, il n'avait pas affiché que l'examen, parce que je pense que quand vous vous inscriviez, vous ne saviez pas que l'examen se tiendrait en présentiel, n'est-ce pas? Non. ben oui, il était indiqué quand que je me suis inscrit. Ouais, tout à fait. Il y avait même les dates, en fait. Ouais, c'est indiqué. Dans le bas, c'était indiqué. Puis quand Ok. il n'y a pas de ville d'indiqué, c'est à Montréal automatiquement. Sinon, c'est écrit Longueuil et Ok. Bon, donc, Laval et tout ça veut dire que si je l'ai écrit, même, ils vont me répondre la même chose. Parce que je pensais que ce n'était pas écrit, donc que l'examen sera en présentiel. Donc, ils vont me répondre la même chose en disant oui, non, c'était écrit et que voilà. Donc, je vous informe, oui, ça sera l'ESG, ok? Sauf que je ne sais pas si ce sera DS ou R. Donc, quand on se rapproche, quand ils vont faire l'organisation, je vous enverrai l'information que oui, on va faire l'examen DS temps ou bien R temps, ok? OK. Monsieur, c'est vous qui allez corriger? Non, c'est pas moi qui Ok. corrige, mais je vais reprendre donc vos copies et puis c'est moi qui vais faire entrer les notes. Je vais regarder, je vais essayer donc de revoir. Et puis, bon, il y a du monde qui ne sont pas très convaincus, on peut recorriger. Ok. On peut se donner un rendez-vous pour consulter et puis recorriger. Bon, ça peut baisser comme ça peut augmenter. Hein. Mais bon. Je vais essayer donc de vérifier avant donc de saisir les notes. Donc, mais ce n'est pas moi qui corrige. Monsieur, j'ai une question. Oui. Apparemment, il y a Tania qui a levé la main depuis. Allez-y. Ta question, oui. Moi, j'ai une question par rapport aux formules parce que les capsules m'ont vraiment bien servi. Je trouve qu'elles sont vraiment claires et tout. Mais là, quand on arrive dans les exercices, je veux juste savoir qu'est-ce que ça signifie le petit t. Oui, c'est le Comme temps. là, je voyais la formule de taux de croissance, G de X de G de Y de T. Bon, G, je sais que c'est pour growth, mais pourquoi le petit t, là? Le T, ça veut dire vraiment à la date T et le T-1, ça veut dire à la date T-1. Enfin, donc, temps, time, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans l'absolu comme lettre? Ben, souvent, c'est le temps. Le temps. Okay, temps. OK. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ce qu'on a hérité un peu. Donc, c'est ça, c'est le temps. OK. C'est ça. OK, parfait. Merci. C'est parce que c'est pas pareil, ça ne matche pas. En fait, les capsules, elle le fait en français avec le V final sur le V initial, valeur finale sur valeur initiale et tout. Et là, puis c'est vraiment bien fait, c'est super pratique, mais là, c'est vrai qu'après, j'arrive dans les exercices, puis là, c'est plein d'autres lettres. Puis c'est ça. Okay, d'accord, je comprends. Mais toujours par rapport à cette même question-là, est-ce que si jamais on utilise la formule première là, que j'ai apprise, c'est celle qu'elle vient de nommer Tania, le taux de croissance qui est égal à VF divisé par VI moins 1. Est-ce que c'est correct? L'important, c'est de trouver le résultat ou il faut vraiment entrer le GXT? Non, pas du tout. L'important, c'est de trouver vraiment votre résultat. Ah, OK. Okay. Donc, vous utilisez juste cette information qui existe pour pouvoir s'en servir. C'est en cela que je dis vraiment que c'est vraiment les seules formules qu'on aura vraiment besoin parce que c'est quelque chose qui est en dehors même de l'exercice. Donc, vous allez juste appliquer cette formule que vous connaissez et puis... OK, parfait. Réussir. Merci.
OK. Je vais laisser Julie poser sa question avant de retourner à l'autre personne qui voulait poser cette question. Non, désolé, j'ai oublié de baisser la main. OK. Moi, excusez-moi, j'avais une question. À moins qu'il y ait eu des changements là, sur le portail étudiant, c'est ça. Si on parle bien de l'examen intra, c'est bel et bien le 12 février. C'est ça? Oui, normalement, oui. C'est la OK. semaine, pas la semaine prochaine, mais Dans 2 semaines. enfin, oui, c'est ça, le samedi c'est le samedi de la semaine prochaine. OK, excellent, merci. Monsieur, l'examen sera de quelle longueur? Celle qui est sur Moodle. Vous avez peur que ce soit trop long? L'examen intra, ne vous inquiétez pas. C'est pas trop long. Généralement, le monde finit avant. OK? C'est le final, même le final, sa longueur, les gens finissent avant. Donc, ne vous inquiétez pas pour la longueur. OK? OK, mais en termes de questions, il y en aura combien à peu près? Il faut consulter, par exemple, l'examen type qui est sur... OK, oui, je sais. OK, c'est bon, merci. Là, vous allez voir combien de sites il y a. OK? OK. Donc, ça va être exactement pareil? Oui, ça va être pareil. OK. Ça va être pareil. Je ne vais pas essayer de trop te rassurer. Magali ne serait pas trop contente parce que tout le monde n'est pas la même chose. OK? Mais il faut consulter et puis tu vas apprécier si c'est trop long ou pas. OK? C'est bon? On peut y aller aujourd'hui? Excusez? Oui, Jean. Est-ce qu'après l'examen, il y aura une séance de cours ou ça sera juste l'examen après on va rentrer? Le jour de l'examen intra, non, il n'y a plus de cours. Vous faites l'examen parce qu'après tout, ça va faire 2h30. Oui, il n'y a pas de cours le samedi. Et je pense que le lundi suivant même, il n'y a pas de cours. Consultez le calendrier sur Moodle, vous allez voir. OK? Le lundi d'après donc l'examen intra, je pense qu'il n'y a pas de... C'est écrit que le 14 février, il n'y a pas de cours sur le calendrier. Donc, le lundi d'après l'examen, il n'y a pas de cours. OK? OK. On peut y aller avec le cours d'aujourd'hui. Ça va compter aussi pour l'examen, donc il faut qu'on le fasse. Excusez-moi, j'ai une question. Nos questions concernant les exercices, tout le reste, est-ce qu'on les laisse pour la séance prochaine? Quel exercice? Non, c'est plus au niveau des capsules, les capsules qui sont en ligne. La capsule numéro 2, il y avait une donnée pour un exercice, mais elle a pris la même donnée pour autre période. Fait que je n'ai pas compris. Fait que je me disais pourquoi elle l'avait pris, pourtant les périodes sont différentes. Looks good. I like it with the boots. Yeah. Come on. Mais sinon, on peut le reporter pour ne pas tarder le cours, les autres aussi. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Comme okay, je n'ai pas la capsule, donc le lundi prochain, donc on va bien visiter tout ça. Donc, toutes vos préoccupations, on va vraiment visiter toutes les préoccupations. OK? Et tout merci. OK, ça merci. marche. Super. Bon, c'est bon. Ça veut dire que vous vous préparez. C'est une bonne chose. Alors, on va entamer donc le cours d'aujourd'hui. Et la dernière fois, donc, on s'était arrêté que la production vient essentiellement de 3 sources. On avait dit que la production, c'est A, K, sous-en alpha, L est sous-en 1 moins alpha. Et A étant donc l'efficacité technologique, ou bien la technologie, ou bien le progrès technologique et tout. Grand K étant le capital donc, dans l'économie, L étant le nombre de travailleurs. Et donc, ce sont les 3 sources, n'est-ce pas, donc, de la richesse ou bien de croissance. Et on pouvait encore aller en réécrivant, n'est-ce pas, cette fonction. Pour ceux qui ne se souviennent pas, on avait trouvé quelque chose comme ça. Donc, ou petit y, c'est la richesse par tête. Grand A, c'est l'efficacité technologique. Petit k, c'est le capital par tête. D'accord? Et on avait dit que oui, on pouvait se limiter, n'est-ce pas, à ces 2 sources de croissance. Et la dernière fois, on avait utilisé le modèle de Solow en disant que le capital par tête, n'est-ce pas, est un moteur de croissance à court terme, de ce que ce capital par tête est créé par l'épargne. Donc, l'épargne est un moteur de croissance à court terme parce qu'il permet, n'est-ce pas, donc de renouveler le capital qui est détruit et d'augmenter le stock de capital par tête. Mais à long terme, en fait, cette épargne n'est pas un moteur de croissance. Et
il fallait voir du côté de A aussi, qui aussi est un moteur de croissance à court et à long terme, mais que dans le modèle de Solow, c'est considéré comme exogène. On ne sait pas vraiment d'où vient la croissance au niveau de A. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser effectivement particulièrement à A. Alors on va regarder premièrement comment est-ce que dans le modèle de Solow, on réalise que oui, effectivement, il y a vraiment une évolution dans le A, c'est-à-dire que cette efficacité technologique n'est pas constante dans le temps. On voit qu'il y a aussi un taux de croissance de A et après, on va rentrer en profondeur pour analyser qu'est-ce qui peut influencer le A. Donc, c'est particulièrement simple aujourd'hui. Il n'y aura pas beaucoup de formules, il y aura juste un seul calcul. Et puis après, on va analyser, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut influencer le A. Et ceux qui ont déjà regardé la diapositive, je pense qu'ils ont dû comprendre pas mal de choses. En ce qui concerne, par exemple, l'innovation, en ce qui concerne le capital humain, en ce qui concerne vraiment le commerce international et tout ce qui va influencer l'efficacité d'un pays ou bien d'une entreprise en termes de production. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Alors, la partie introduction, je ne vais pas regarder ça avec vous. C'est un peu ce que je viens de dire. Et la deuxième partie, on va apprendre, n'est-ce pas, donc, à mesurer le progrès technologique. OK? Alors, on va y aller avec cette fonction, n'est-ce pas, donc, de production. Excusez-moi, je vais poser le tableau. Avec cette fonction de production, on a Y égale A fois K exposant alpha, L exposant 1 moins alpha, OK? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans la vraie vie? Dans la vraie vie, vous savez que votre Y en fait, c'est quoi s'il vous plaît? C'est le PIB ou la production. Exactement. Donc, le PIB ou la production. Votre K, c'est le capital. Donc, on le connaît. Le L, c'est le nombre de travailleurs. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on connaît cette quantité dans la vraie vie. C'est-à-dire, à la fin de l'année, on peut mesurer le PIB. On peut mesurer le stock de capital total qu'on a dans l'économie. On peut connaître le nombre de travailleurs total dans l'économie. Donc, ce qui peut se passer, c'est que on peut essayer, n'est-ce pas, à partir de cette formule, retrouver à quoi pourrait correspondre l'efficacité. Je ne sais pas si tout le monde voit cela. Cette efficacité, en fait, on ne le connaît pas. Quand les gens vont pour travailler, on travaille et tout, on connaît le capital, on connaît le nombre de travailleurs, on les voit, mais l'efficacité des gens, on ne les connaît pas. Mais après avoir produit, on peut faire une analyse pour dire, OK, à quoi pourrait correspondre cette efficacité? Donc, c'est ça, en fait, le but pour cette partie-là. On va essayer de mesurer le progrès technologique en calculant le taux de croissance donc, de cette efficacité. En faisant quoi? Et je pense que c'est la question qui m'avait été posée, c'était Julie. Voilà. Vous voyez, le Y tel qu'il est donné ici, on va essayer donc d'évaluer le taux de croissance de Y. Vous allez voir, ça devrait donner le taux de croissance de celui-ci, plus le taux de croissance de ça, plus le taux de croissance de ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça, je vous assure, vous allez faire ça. Tout le monde est d'accord avec cette formule? Oui. Okay. Il faut que vous soyez d'accord avec moi parce qu'il faut le comprendre. Alors, celui-ci aussi, vous voyez, le taux de croissance de K exposant alpha, on nous a dit que ça va faire alpha, le taux de croissance de K, à cause que c'est cette formule, n'est-ce pas, donc de X exposant N. Si vous calculez le taux de croissance de X exposant N, ça va faire le N, le taux de croissance de X, OK? Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser ici, plus alpha, le taux de croissance de K, plus 1 moins alpha, le taux de croissance de N. OK? Alors, vous n'êtes pas obligé donc d'aller en 2 étapes comme moi. Ici, directement, vous pouvez dire que oui, le taux de croissance donc, de Y, ça va faire le taux de croissance de A, plus alpha, le taux de croissance donc, de K, plus 1 moins alpha, le taux de croissance de N. Je vous en supplie, il faut bien vraiment ne pas substituer les places. C'est le taux de croissance de A plus
l'exposant qui est sur K multiplié par son taux de croissance, plus l'exposant qui est sur L multiplié par son taux de croissance. Donc, c'est ça. Alors, une fois qu'on a ça, et que dans la vraie vie, on connaît bien cette quantité, le PIB, dans la vraie vie, on connaît ça, le capital, on peut voir son taux de croissance. Dans la vraie vie, on peut connaître le taux de croissance, excusez-moi. Dans la vraie vie, on peut connaître le taux de croissance donc de L. Alors, on peut se servir, n'est-ce pas, de ces valeurs qu'on connaît pour exprimer le taux de croissance de A, en disant que le taux de croissance de A va être G de Y moins alpha, G de K moins 1 moins alpha, G de L. En fait, on va vous demander de faire ça. C'est pour ça que je vous dis que vous n'aurez pas besoin de formule. Parce que on va vous donner la fonction de production et on va vous dire d'exprimer, par exemple, le taux de croissance de la production en fonction du taux de croissance de la productivité ou bien de l'efficacité technologique et du taux de croissance du capital et du taux de croissance donc du travail. Vous voyez? Donc, ou bien on va vous demander d'exprimer le taux de croissance de l'efficacité en fonction du taux de croissance de la production, du taux de croissance du capital et du taux de croissance du travail. Donc, si c'est une formule qu'on vous donne et puis vous répétez, vous allez voir que ça va être, de toute façon, ça va pas être exactement les mêmes choses, mais ça va pas être les mêmes alpha, mais on veut que vous sachiez faire ça. D'accord? Donc, ça, vous aurez ça à l'examen, ok? Vous aurez la formule, vous aurez ça, et puis vous allez calculer ça. D'accord? Et donc, vous allez voir que connaissant donc le PIB, connaissant le capital, connaissant le travail et leur taux de croissance donc respectif, on peut trouver le taux de croissance de A, sans pour autant connaître le A, sans pour autant avoir, n'est-ce pas, cette efficacité qu'on ne connaît pas vraiment, ok? Et c'est ce qu'on fait ici essentiellement, donc cette partie, vous allez voir, donc le Y qui dépend, n'est-ce pas, donc je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, le Y ça fait A, donc dans cet exercice, on vous prend donc le alpha, c'est 1/3, donc 0,33, donc le Y ça fait ça, et donc il y a 3 sources, n'est-ce pas, donc de croissance possibles qui sont le capital, les firmes utilisent plus de capital, ou bien le travail, ou bien si l'efficacité A augmente. Ok, on parle du progrès technologique dans ce cas. Et on note bien que le taux de croissance du PIB, on le note GY, le taux de croissance du capital, on note GK, le taux de croissance du travail, on le note GL. Et le taux de croissance donc de l'efficacité, on le note GA. D'accord? Alors, ici, on vous dit que si on trouve que GA égale à 2%, on dira que le progrès technologique est de 2%. Parce que GA, c'est le taux de croissance donc, de la technologie ou bien le taux de croissance donc, de l'efficacité technologique. Donc, si ce taux de croissance est de 2%, ça veut dire que la technologie a progressé de 2%. Okay? Même si on n'arrive pas à avoir la valeur de la technologie. Okay? On ne connaît pas. La technologie, c'est toutes sortes de choses qu'on fait, de manière de procéder, de produire. Mais on peut avoir, n'est-ce pas, s'il y a du progrès ou non. Arrêtez-moi si vous ne saisissez pas. Alors, on dit, à partir de la fonction de production, on peut obtenir la relation suivante entre le taux de croissance, ok, entre les taux de croissance, donc de toutes nos variables, et c'est ce que je vous ai présenté tantôt. Ok. Donc, il faut bien pouvoir calculer cette formule-là. Par ailleurs, on peut par exemple, voilà, donc là où ça devient subtil, on peut vous demander, la première question de dire, calculer, je vais aller sur le tableau, on vous dit, on vous donne A, Y égale à A est sous 1/3, L est sous 2/3, et la première question c'est de calculer
le PIB par travailleur, petit y. Donc, petit y, qui est le PIB par travailleur, en fonction du capital par travailleur. Donc, quand vous allez calculer ça, ça fait A, K est sousant 1 tiers, L est sousant 2 tiers. Vous voyez, donc c'est votre calcul qui va être corrigé là. Donc, vous n'aurez pas besoin de formule. Vous prenez donc cette fonction et vous le divisez par L et vous calculez, n'est-ce pas? Donc, ça va faire A, K est sousant 1 tiers, L est sousant 1 moins 2 tiers, en ramenant, n'est-ce pas, ceci en bas. Et ça va donner A, K est sousant 1 tiers. Je vais aller doucement, doucement, ok? L est sousant 1 tiers. Et donc, j'écris beaucoup, en fait, pour que tout le monde puisse suivre les étapes. Ça va faire A, K sur L, le tout est sousant 1 tiers. Donc, ça va faire A petit k est sousant 1 tiers. Bon, il y en a qui peuvent quitter directement ici pour arriver là, et puis pour arriver là. OK? Alors, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, une fois que vous avez ça, bon, je vous assure que ça va venir, quoi. Ce n'est pas à redouter. Alors, une fois que vous avez ça, on vous demande alors maintenant, calculer le taux de croissance du PIB par tête en fonction du taux de croissance de l'efficacité technologique et du capital par tête. Vous voyez? La manière dont la question est posée, on ne vous demande plus ça. On ne vous demande pas ça. Parce que ça, c'est le PIB directement en fonction donc du taux de croissance de l'efficacité, du taux de croissance du capital, du taux de croissance du travail. Ce n'est pas, et c'est différent si on vous demande calculer le taux de croissance du PIB par tête en fonction du taux de croissance de l'efficacité et du taux de croissance du capital par tête. Donc, quand on veut le capital par tête, c'est que là, on ne vous demande pas le travail et le capital, mais on veut qu'à partir d'ici, vous trouviez ça. Donc, là, voici ce qui peut se passer. Là, vous pouvez dire que votre G de Y, en utilisant toujours la formule de rappel mathématique, ça va faire G de A plus 1 tiers G de petit k. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Moi j'avais une question. Oui. Quand vous avez pris Y est égal Y sur L, oui. Le Y sur L, c'est quoi? C'est le PIB par travailleur? Ou bien par tête. Par tête, c'est ça? Ou bien la production par travailleur. Okay. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Mais pourquoi on va aller utiliser la fonction des fonctions au bout de la ligne? Parce qu'on a déjà Y sur L, on a divisé sur L. On peut l'appliquer directement pour avoir. Pourquoi on va y aller ici? Je ne comprends pas. OK. Appliquons, on va voir. On va appliquer, n'est-ce pas, celui-ci, n'est-ce pas? Oui. On va avoir quoi? G de petit y égale? G de Y, moi G de L moins 1 ou 1 sur AG moins 1? Non, moins. G moins L, oui. G moins L, oui. Enfin, il va avoir moins. OK. Juste oui, division, oui, c'est bon. Exactement. Juste un petit rappel pour tout le monde. Quand c'est en dessous donc, de la fraction, on met moins. OK? Toujours le rappel mathématique. Où est ça? Où est ça? Bon. Normalement, c'est ici, mais je pense que dans le rappel mathématique, dans les formules de rappel mathématique, même directement, on vous a précisé ça. Et bon, même dans l'exercice, je pense qu'on a une fois fait ça, mais il suffit juste de considérer le n ici égal à moins 1. Si le n égale à moins 1, vous savez que quand vous prenez quelque chose exposant moins 1, c'est l'inverse. Hein? Qu'est-ce que je raconte? 1 sur, je ne sais pas, 1 sur L, ça fait L exposant moins 1. OK?
Donc, si vous voulez le taux de croissance donc, de 1 sur L, ça va faire moins 1 fois le taux de croissance de N. Alors, quand on fait une division, juste un petit rappel pour tout le monde, c'est le moins qui s'applique, d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est qui me... J'étais avec qui? Oui, c'est moi, Karim. Ah, aujourd'hui, tu as retenu encore iPad. Hein? Ah oui, ok, désolé. C'est une mauvaise habitude. Oui. Alors donc, vous voyez que la question, vous n'avez pas répondu. Là, vous avez exprimé votre taux de croissance donc, de la production par travailleur en fonction du taux de croissance donc, de la production totale et du travail. Alors que la question, c'est d'exprimer le taux de croissance de la production par travailleur en fonction donc, du taux de croissance de l'efficacité et du taux de croissance du capital par travailleur. Donc, ça veut dire que c'est à partir de cette formule. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui, c'est en fonction de technologie. Ça, je l'ai oublié. OK, oui, c'est vrai. Parce qu'il faut aller chercher le facteur A parce que A représente la technologie, fait que tu t'arranges pour avoir une équation qui a A à l'intérieur. Exactement. Par la suite, utiliser fonction. OK, oui, excuse-moi, je ne l'ai pas vu. Désolé, Donc, merci. Non, c'est comme ça qu'on apprend effectivement à répondre donc, effectivement aux questions. Donc, on va poser la question. Donc, vous êtes obligé donc d'aller chercher dans une formule, enfin, dans une expression que vous avez déjà vue précédemment, dans laquelle vous avez les termes qu'on vous demande. OK? Donc, ce qui fait que dans ce genre de choses, il faut vraiment suivre l'exercice. Bon, de toute façon, le lundi prochain, on va avoir à travailler. Vous allez voir que on va essayer de prendre donc l'examen intra, de faire quelques questions là-bas. Vous allez voir que, en fait, c'est juste des étapes qu'il faut vraiment suivre et ça ne va pas être très, très nouveau. Bon, je ne vais pas dire ça. Ça ne va pas être très, très étranger, quelque chose que vous n'avez jamais rencontré, mais ça va être à suivre vraiment la méthodologie qui vous est présentée ici. OK? Voilà. Donc, je reviens au cours en disant que à partir donc de la fonction de production, on peut avoir donc une relation entre les taux de croissance donc de nos différentes variables. Et une fois qu'on a ça, vous allez voir que, voici ce qu'ils disent, on peut alors déterminer les contributions du capital, du travail et du progrès technologique à la croissance donc du PIB. Okay? Alors, les contributions, c'est vraiment que si vous calculez le GDA divisé par GDY, vous allez avoir le pourcentage donc, du taux de croissance de la technologie dans le PIB. Si vous calculez 1/3 de G de K divisé par G de Y, vous allez trouver aussi le pourcentage donc, de la contribution du capital dans la croissance du PIB. Si vous faites 2/3, j'espère que vous me suivez bien, si vous faites 2/3 de G de L et que vous le divisez par G de Y, c'est que vous allez aussi avoir le pourcentage du travail dans la croissance donc, du PIB. Alors, donc, on vous présente encore donc, le rappel mathématique, comme quoi vous en avez vraiment besoin. Donc, ça, seulement, vous en avez vraiment besoin. Okay? En plus donc, de la formule donc, du taux de croissance et du taux de croissance annuel moyen. Alors, donc, ça, c'est ce que je disais tantôt. Donc, ça, c'est le progrès technologique, ça, c'est la contribution du capital, ça, c'est la contribution donc, du travail. Il faut connaître ça. Alors, donc, ici, on vous donne un exemple. OK? On vous donne le GDY égale à 3%, le GDK égale à 3%, le GDL égale à 1,5%. Alors, quel serait GDA? OK? Donc, à partir, n'est-ce pas, de la formule Y égale à K exposant 1/3, L exposant 2/3, on nous donne le taux de croissance donc de Y, de K et de L, et on veut obtenir le taux de croissance donc de A. C'est exactement ce que j'ai fait précédemment. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'aller vers les capital par travailleur ou bien production par travailleur. On vous a donné directement les valeurs brutes. Okay? Donc, on va juste s'inspirer de la formule initiale, quoi. G de Y va être égal à, faites ça avec moi, ça va être un exercice pour vous. Ça va être GA, essayez de le faire, plus
Combien? 1/3 de G de K. Voilà. Plus 2/3 de G de L. Voilà, c'est ça. Et maintenant, à partir de ça, maintenant, vous allez pouvoir retrouver ce que vous cherchez, c'est G de A. Ça va être quoi? G de Y moins 1/3 de G de K moins 2/3 de G de L. OK. Donc, c'est ça. Et c'est ça qu'ils mettent ici. Donc, vous allez faire l'application numérique en faisant quoi? En remplaçant G de Y, c'est 3% moins 1/3 fois 3% moins 2/3 fois 1,5%. Alors, tout ça, ça va donner 1%. Donc, on voit aussi que G de A, c'est 1%. OK? Alors, à partir de là, bon, une autre question consiste à, n'est-ce pas, à trouver les contributions donc, de chacun. Donc, comme on l'a dit tantôt, la contribution du capital, c'est 1/3 fois G de K. C'est important. Divisé par G de Y. Vous allez voir que ici, si vous faites 1/3 fois G de K même c'est 3%, fois 1/3, ça fait 1%. G de L, c'est 1,5%, fois 2/3, je pense que ça fait 1% aussi. Donc, ce qui fait que ça fait 1%, 1%. D'accord? C'est parfait. Alors, on vous donne le même travail à faire ici. Et vous connaissez le capital du travail, on vous donne le taux de croissance donc, du PIB. Donc, vous allez faire ça moins 1/3 de ça, moins 2/3 de ça, vous allez trouver. Donc, c'est ça. OK? C'est parfait. Donc, Monsieur? Oui? Est-ce que c'est correct de dire que, à moins qu'il nous indique la valeur du petit a, c'est toujours 1/3 et 2/3? Oui, c'est correct. OK, merci. Mais sauf qu'on va toujours... Monsieur, il y a juste une chose ici, c'était pas 1/3, 2/3. C'est juste, ils ont juste fait 5,3 moins 1,3 moins 2,2, ça donne 1,8. Oui, moi, ça m'a rendu vraiment confuse, cette affaire-là, d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Oui, moi aussi, parce que j'étais comme mélangée. Oui, c'est très bon. Si vous êtes mélangé, ça veut dire que vous comprenez ce qui s'est passé précédemment. Enfin, ça veut dire que vous avez compris. Parce qu'en fait, c'est ici. C'est juste ce mot, en fait, qui dit croissance du PIB dû donc, au capital. Donc, en fait, ce qu'ils ont mis ici, c'est vraiment les contributions. OK? Donc c'est le résultat des contributions. En fait, c'est vraiment, c'est le... OK. C'est vraiment ça, c'est 1/3 donc, de GDK et 2/3 de GDL. Je ne voulais pas non plus vous embrouiller, c'est pour ça que je n'ai pas eu à entrer là-dedans. De toute façon, vous n'aurez pas ce genre de mots-clés qui se perdent quelque part et puis vous avez du mal. Non, on va vous donner... Oui, parce que moi, comme je l'ai refait 3 fois, j'étais là, mais non, mais c'est pas possible. Comment ça que... OK. Donc, normalement, nous, on va vraiment toujours avoir à dealer avec... c'est ça, comme ça. Avec un alpha, là. C'est ça. Oui, OK. Donc, c'est bon. Alors, donc, le calcul, voilà, le calcul, vous allez voir que c'est vraiment donc la partie calculatoire donc, de cette partie, à partir donc du, je répète encore, à partir donc de la formule du PIB qui est Y égale à A fois K supposant alpha. Bon, moins d'avis contraire, ça va être 1/3, mais on peut vous donner 0,5, 0,5 ou bien 0,4, 0,6, pour ne pas que vous soyez trop familier. Alors, à partir de ça, vous pouvez avoir le taux de croissance du PIB en fonction du taux de croissance de A et le taux de croissance de K et le taux de croissance de L. Et vous pouvez exprimer le taux de croissance de votre efficacité en fonction donc de Y et du taux de croissance de K et du taux de croissance donc de L. Et l'exercice peut venir sous une autre forme.
on va vous demander de trouver le taux de croissance de Y sur L. Donc, vous allez voir que Y sur L, ça va donner A, K sur L, c'est grand K, le tout est sous un tiers, et que le G de Y sur L, en fait, ça va faire le G de A plus un tiers G de K sur L, OK? Donc, ça peut être aussi ça qu'on va vous demander de faire. Alors, ne soyez pas dépaysés, il faut juste savoir comment est-ce qu'on avait faire ça pour le G de A, G de K, G de L, pour pouvoir le faire aussi pour ceci, OK? Mais bon, je vous l'ai déjà présenté, donc vous ne serez pas dépaysés. Et donc, à partir de là, vous pouvez maintenant, parce que l'exercice peut vous donner directement, au lieu de vous donner le G de, on peut vous donner directement le G de K sur L. Et donc, vous pouvez alors exprimer le G de A. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je peux résumer donc, pour cette partie. Donc, comment on mesure l'efficacité ou bien le progrès technologique. D'accord? Alors, cette partie, maintenant, on va essayer de regarder, OK, comment est-ce que ce progrès technologique évolue? Est-ce que dans le temps même, pour un même pays, comment est-ce que ça évolue dans le temps et aussi dans l'espace? C'est-à-dire, pourquoi d'autres pays ont un niveau d'efficacité plus élevé que d'autres pays? Alors, c'est là qu'on va attaquer donc la question du capital humain et la question des institutions. N'est-ce pas? Le tout n'est pas d'avoir donc de bonnes ressources naturelles disponibles, mais il faut savoir les combiner. Il faut savoir mettre des politiques, un cadre juridique, un cadre économique qui va pouvoir permettre aux agents économiques de se faire confiance et de pouvoir se faire des transactions pour pouvoir coordonner les activités économiques. Il faut moins de lourdeur administrative, il faut influencer la corruption pour que les choses puissent aller au mieux. On va aussi regarder donc le troisième point qui est le commerce, n'est-ce pas, international qui permet, n'est-ce pas, donc le transfert donc, de technologies d'un pays à un autre. D'accord? Donc, ces trois points, il faut, je pense que vous êtes fort là-dedans en ce qui concerne juste la compréhension de ces choses. On ne va pas trop tarder là-dessus. Et ce qui est important pour vous, c'est vraiment comment mesurer ce qui est mathématique, OK? Mais ici, le capital humain, vous le savez déjà, les institutions, vous le savez, le commerce, il suffit juste de le lire et de pouvoir arriver. Mais on va parcourir rapidement. C'est le point que je vais vous présenter le plus, c'est ici, parce que les questions viennent parfois, souvent là. Il y a une petite formule là-bas aussi. Alors, je vais y aller. Donc, on dit qu'une heure de travail d'un employé en bonne santé et bien éduqué vaut plus qu'une heure de travail d'un employé malade et peu éduqué. Voilà, donc, ça c'est la question donc, du capital humain. On a besoin donc, des gens en bonne santé, bien éduqués, et ils vont être plus productifs. Okay. Donc, ainsi, le capital humain est le fruit de l'investissement d'une société dans sa population. Donc, le capital humain est augmenté par les connaissances acquises dans le système éducatif, mais aussi par l'apprentissage durant l'emploi. Okay. Donc, la société peut ainsi favoriser son développement en investissant dans son système éducatif et son système de santé. Et donc, cela peut expliquer pourquoi aussi les pays pauvres n'arrivent pas à rattraper leur retard s'ils ont peu de capital humain. Okay? Et ça peut aussi expliquer pourquoi les États-Unis ou d'autres pays aussi, avec un niveau d'éducation plus élevé, ils sont plus productifs que d'autres pays. Okay? Qui sont peut-être qui ont plus de ressources. Alors ici, on vous présente par exemple donc, un graphique, n'est-ce pas, donc du nombre des enfants qui sont en âge de fréquenter, mais qui ne fréquentent pas. Donc là, en bleu, c'est en 2000 et orange, c'est en 2006. Donc, vous voyez que la situation s'est améliorée quand même. Okay. De 76%, on est allé à combien? 33% à peu près pour l'orange. Okay. Donc en 2006, la situation s'est amélioré. Qu'est-ce que je raconte? La situation s'est empirée, excusez-moi. Le nombre d'enfants, c'est 99%, pardon. Turkménistan, okay, en 2006, il y a 99% des enfants qui sont en mesure donc de pouvoir fréquenter, mais qui ne fréquentent pas. Et 76% en l'an 2000. Okay. Bon, après, c'est expliqué par le fait que bon, la population explose aussi.
Donc, quand la population augmente et que le système est fait en sorte que les gens ne sont pas éduqués, mais ils ne vont pas s'éduquer non plus. Okay? Donc, on voit que la situation est vraiment dégradante dans beaucoup de pays qui sont moins développés. Vous voyez, on ne trouve aucun pays développé ici. C'est ce qu'il faut juste retenir. Ce sont les pays les moins développés qui sont moins éduqués. OK? Donc, ce qui fait qu'il y a un certain lien, n'est-ce pas, entre le capital humain et le PIB par tête. Vous voyez, donc il y a un lien positif croissant. Donc, quand on est plus éduqué, quand on a un capital humain plus élevé, on est plus riche aussi. Okay? Donc, il y a une relation croissante. Vous verrez à la gauche, donc certains pays qui sont les pays moins avancés. Ici, on a les pays donc, de l'Occident. Et en plus donc, du capital humain, donc, il y a les institutions, je pense que j'en ai déjà parlé, et on vous définit d'abord les institutions, ce sont donc les contraintes humainement conçues et qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales. Donc vraiment, c'est la manière donc d'organiser la société pour son développement. Et c'est vraiment très important. Si la société est mal organisée, ben, on va mal allouer nos ressources. Il va même avoir donc de l'inefficacité. Il va même des ressources qui sont inutilisées parce que, voilà. Alors, donc, il n'est pas suffisant d'avoir juste des facteurs de production, il faut aussi les utiliser au mieux. Donc, ces institutions sont définies donc, par un système politique, juridique et économique. Donc, il faut savoir, si vous faites un prêt, n'est-ce pas, à des gens, il faut pouvoir, n'est-ce pas, les poursuivre s'ils ne font pas le remboursement. Au cas contraire, ben, tout le monde, en fait, toutes les banques ne vont pas vouloir prêter. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas avoir assez d'investissement parce que les banques n'ont pas la capacité de pouvoir poursuivre ou bien récupérer leurs fonds qui ont été prêtés et qui ne sont pas remboursés. Donc, ces cadres juridiques sont importants, le cadre politique, donc quand il y a de l'instabilité politique, ben, on a du mal, n'est-ce pas, à investir aussi. Alors, on voit ici aussi donc une certaine corrélation positive donc, entre la protection contre l'expropriation et donc la richesse donc, des pays. Donc, c'est important, la question donc des institutions. Donc, ici aussi, donc, c'est l'indice d'efficacité bureaucratique. Donc, quand on arrive à éviter les lourdeurs administratives, on arrive à éviter la corruption, on voit que ça améliore quand même. En tout cas, il y a une relation croissante avec le PIB. Donc, les pays les plus riches sont ceux-là qui ont un meilleur système judiciaire et ils sont moins corrompus et il y a moins de lourdeur administrative. Aussi, donc, le système économique doit pouvoir, n'est-ce pas, réduire les barrières à l'entrée donc des... Oui, Nawid. Oui, désolé. C'était juste pour demander si j'ai bien compris. Plus qu'il y a de stabilité politique, meilleur le PIB va être. C'est bien ça? Non, moindre le PIB va être. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Moindre, plus il y a de l'instabilité, le PIB sera plus faible. Mais c'est ça, mais plus qu'il y a de stabilité, plus qu'il y a un meilleur PIB, c'est ça? Oui, stabilité, oui, oui. OK. Okay. Donc, il faut réduire aussi, donc, en termes de système économique, il ne faut pas trop taxer, par exemple, donc, les nouvelles firmes. Il faut encourager la création de nouvelles entreprises pour faciliter, n'est-ce pas, la concurrence qui va rendre donc, les entreprises plus productives. Et il ne faut pas non plus réduire donc, les barrières à l'adoption de nouvelles technologies. Quoi. Donc, le troisième point qui est l'ouverture au commerce, qui rejoint aussi un peu donc, l'adoption de technologies, parce qu'essentiellement, quand on adopte des technologies dans un nouveau pays, ça vient de l'extérieur, en fait. Donc, il faut pouvoir promouvoir donc l'ouverture au commerce qui va pouvoir permettre, n'est-ce pas, l'importation de nouvelles machines, de nouveaux procédés, de nouvelles manières de faire, de nouvelles entreprises qui sont à l'étranger, qui vont s'implanter donc sur notre territoire. Donc, par les investissements directs étrangers aussi, qui vont augmenter donc l'augmentation du capital. OK? Donc, j'ai parlé tantôt aussi donc, des transferts de technologie. Et l'autre chose aussi, c'est les inégalités. On note vraiment qu'il y a une certaine relation croissante entre les inégalités et le faible niveau de développement. Ça veut dire que les pays qui sont plus inégalitaires sont les moins développés et les pays les moins inégalitaires sont les plus développés.
Alors, comment est-ce qu'on mesure en fait l'inégalité dans un pays? En fait, on essaie de regarder, voilà, quelle est la proportion qui est détenue par les plus riches, les 20% plus riches du pays, par exemple. Si les 20% plus riches du pays détiennent plus de 80% de la richesse, quelque part, ça veut dire que le pays est inégalitaire. Si les 20% détiennent 99% de la richesse, donc le pays devrait être plus inégalitaire. Donc, on mesure effectivement l'inégalité à partir donc, de cet indicateur-là. Donc, vous pouvez parcourir donc, les diapos pour avoir une idée. Mais bon, les questions ne vont pas se concentrer, n'est-ce pas, donc, sur ce genre de choses. Ça va être beaucoup plus sur ce sur quoi je mets l'accent essentiellement. Alors, mais bon, il peut y avoir des effets pervers aussi donc, de l'inégalité. Par exemple, si l'inégalité, la réduction de l'inégalité se fait par une rétribution donc, du fardeau fiscal, cela peut avoir un effet désincitatif, n'est-ce pas, sur l'investissement et l'emploi. Les gens vont vouloir, ne vont pas vouloir trop travailler parce qu'à un moment donné, on gagne plus de revenus, on va tout couper et puis finalement, donc vaut mieux travailler moins. Donc, il va avoir un effet désincitatif, n'est-ce pas, à produire plus. Mais l'inégalité peut être intéressante si ça arrive, n'est-ce pas, à réduire la stabilité politique. Okay? En réduisant l'inégalité, on réduit l'instabilité. Alors, dans ce cas, on peut favoriser donc une stabilité et donc ça peut entraîner une meilleure production. Okay? L'inégalité peut permettre aussi, n'est-ce pas, aux moins riches de pouvoir avoir un niveau de capital humain plus élevé, donc permettre l'accès à l'éducation pour tout le monde. Ça pourrait être bien aussi. Alors, en termes de récapitulatif, c'est que l'efficacité d'un pays ou le progrès technologique donc, peut provenir donc, de plusieurs sources. Donc, soit de la qualité des facteurs qu'on utilise, donc les travailleurs qui sont en bonne santé, qui sont intelligents et qui sont bien instruits, ou bien l'environnement dans lequel on produit, un environnement qui est convivial, un environnement qui est favorable, n'est-ce pas, aux activités économiques, ou bien vraiment l'accès aux nouvelles technologies, donc de l'extérieur, de nouvelles machines, de nouveaux procédés, donc l'ouverture au commerce. Okay? Donc, essentiellement, c'est ces canaux par lesquels, en fait, on pourrait observer du progrès technologique. Okay? Mais cependant, il y a un élément important, en fait, qu'on n'a pas parlé, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est l'innovation. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment endogène. C'est-à-dire qu'une entreprise va dire, OK, oui, j'ai des travailleurs qui sont compétents, ils sont bien instruits, et on est dans un pays où tout le monde est en bonne santé, on est ouvert sur le marché international, on importe de nouvelles machines, mais bon, on veut faire encore plus. C'est-à-dire qu'on veut, de manière endogène, on va faire de la recherche et développement, on va pousser, on va réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer encore. Donc, c'est de l'innovation. Donc, de manière endogène, c'est-à-dire qu'on décide d'investir, voilà, payer des gens qui vont réfléchir pour pouvoir trouver donc, de nouvelles manières pour pouvoir améliorer la production. Donc, c'est ça l'innovation. OK? Donc, c'est ça la dernière partie qu'on va regarder. À quelle heure? OK, on a encore du temps. OK, donc la dernière partie qu'on va regarder, c'est important. Vous aurez probablement des questions là-dessus aussi. Bon, on revient encore donc sur les mêmes questions. Donc, est-ce que le progrès technologique peut engendrer une croissance soutenue? Peut-on augmenter le niveau de la croissance du progrès technique dans le long terme? Oui, on peut augmenter toujours, n'est-ce pas, le progrès technologique en faisant donc de la recherche et développement. Donc, Paul Romer a suggéré cette idée-là avec les nouvelles théories de la croissance endogène. Enfin, c'est quoi une croissance endogène? Elle consiste, n'est-ce pas, à influencer le progrès technologique qui est supposé exogène dans le modèle de Solow. On va rendre cela endogène, c'est-à-dire que le producteur va essayer d'influencer sa productivité ou bien son efficacité technologique en faisant donc de la recherche et développement. OK? Mais est-ce que on fera, n'est-ce pas, donc de la recherche et développement de manière efficace? Est-ce que quel est le niveau optimal pour une entreprise de pouvoir faire cette
recherche et développement, n'est-ce pas? Mais avant de répondre à cette question, on va répondre donc on va aborder deux notions d'abord. Le bénéfice, n'est-ce pas, lié à la recherche et développement et les coûts qui sont liés à la recherche et développement. Donc, pour une entreprise privée qui fait de la recherche et développement, il y a un bénéfice qui est lié à cela, qui est appropriable par un brevet. Quand vous sortez un nouveau modèle, je ne sais pas, Pfizer, qui sort par exemple le vaccin contre COVID-19, il y a un brevet qui le protège, qui permet n'est-ce pas, donc de faire de bénéfices. Mais à un moment donné, je ne sais pas, dans les années, ce brevet sera levé. Et donc, les gens vont prendre connaissance donc, de OK, comment ça a été fait. Ou bien prenons juste Louis Pasteur, quand il a inventé, n'est-ce pas, donc le vaccin contre la rage. Ben, dans un premier temps, ça a été juste contre la rage, mais aujourd'hui, ça nous a aidé, n'est-ce pas, à trouver les vaccins contre d'autres maladies. Ce qu'on appelle donc un bénéfice social, donc les bénéfices pour la société. Et c'est quelque chose qui est non appropriable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si Louis Pasteur a inventé donc le vaccin contre, j'ai oublié. La rage. La rage. Aujourd'hui, on a compris que c'est une bonne chose. On a compris ce procédé qui consiste, n'est-ce pas, à introduire, n'est-ce pas, donc un microbe, ou bien un virus non agressif qui va permettre au corps de développer des anticorps. Et ça, par exemple, il n'y a pas de brevet là-dessus. Il a eu son brevet sur le vaccin contre la rage, mais ça a donné une idée aux gens pour dire, ah ben oui, on pourrait faire d'autres choses. Donc, ça a poussé, par exemple, donc, la frontière donc, de la recherche et du développement. Donc, ça vient apporter de nouvelles idées. Donc, il y a un bénéfice à la société tout entière. Même si le brevet n'est pas totalement levé, ça nous permet de faire d'autres choses. Par exemple, quand on voit iPad, les gens peuvent inventer aussi des tablettes à partir donc de l'iPad, mais ils ne vont pas inventer exactement iPad, mais ils vont inventer aussi donc, des tablettes qui vont, je parle de Samsung, Samsung peut inventer aussi ces tablettes, même inventer des téléphones qui vont être très proches de iPhone, sans être iPhone 100%. Donc, le bénéfice, c'est qu'une fois que une entreprise fait donc de l'innovation dans un domaine, même si cette entreprise a le brevet sur son innovation particulière, il y a des copies quand même. Il y a des copies. Les Chinois peuvent acheter les ordinateurs américains, dépiécer complètement, et puis voir comment est-ce que ça a été fabriqué, et puis produire de manière similaire. Okay, donc, c'est à partir donc, de ce deuxième point-là qui fait que la recherche et le développement est quelque chose qui intéresse beaucoup toute la société, les gouvernements, parce que ce n'est plus quelque chose de privé. Mais sauf qu'un entrepreneur privé ne réfléchit pas en termes donc, de public. Non, quand il crée son entreprise, ce n'est pas pour le bien collectif, mais c'est pour se faire des profits, en fait. Ce qui fait qu'il peut arriver que les entreprises ne fassent pas de la recherche et développement de manière optimale. Donc, la question donc, de subvention va émerger. Donc, il faut subventionner la recherche et développement quand le besoin se fait sentir. Alors, pour ce faire, on va comparer, par exemple, le bénéfice marginal privé de l'entreprise à son coût marginal privé. Si son coût marginal dépasse le bénéfice marginal, on va essayer de financer cette entreprise-là. Okay? Et ici, bon, j'ai déjà parlé de ce qu'on appelle l'externalité positive. Donc, une fois que une entreprise invente quelque chose, ça profite à toute la société entière en termes d'externalité. Et Isaac Newton, par exemple, dit que « If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. » Okay? Si j'arrive à voir loin, c'est parce que voilà quoi, je me mets sur les épaules donc, des géants. Donc, les géants qui... Bon, lisons la phrase qui est ici. Il dit « Nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants, de telle sorte que nous puissions voir plus de choses et de plus éloignées que n'en voyaient ces derniers. » Okay? Et cela, non point parce que notre vue serait puissante ou notre taille avantageuse, mais parce que nous sommes portés et exaucés par la haute stature des géants. D'accord? Donc,
Aujourd'hui, voilà quoi. On sait comment est-ce que... je prends l'exemple donc du vaccin. Donc, lui, Pasteur, quand il a créé ça, ça lui a demandé, n'est-ce pas, beaucoup d'efforts pour créer un vaccin contre la rage. Mais aujourd'hui, quand vous demandez à un chimiste comment est-ce qu'on pourrait créer un vaccin et tout ça, ça ne demande pas trop d'énergie là. On sait comment ça fonctionne, les vaccins standards. On sait qu'il faut trouver un virus qui est non agressif, il faut juste le rendre non agressif et le faire. Mais pas parce que il est plus intelligent, mais parce qu'en réalité, quelqu'un l'a déjà fait. Donc, c'est ça, en fait, l'externalité dont il est question. C'est Newton, il dit aussi, voilà, lui, il voit un peu plus loin, pas parce qu'il est plus grand, mais parce qu'il est maintenant sur les épaules donc, des géants. Alors, ici, on vous présente un peu donc, le bénéfice privé et le bénéfice social donc, de certaines inventions du passé. OK. Bon, ça ne nous intéresse pas, vous pouvez le lire après. Mais ici, on vous dit que aux États-Unis, au Canada, par exemple, 1,5% donc de la recherche et développement, du PIB, pardon, a été consacré à la recherche et développement. C'est beaucoup. Okay? Mais aux États-Unis, c'est encore plus que ça. 2,7% du PIB est consacré à la recherche et développement. Et regardez ce qui se passe, 51% de toute la recherche et développement est exécutée par le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises commerciales. Les entreprises dépensent dépensent dans les 1,5%, donc à peu près 0,75% du PIB canadien, c'est de la recherche et développement financée par les entreprises elles-mêmes. Okay? Donc, si une activité est entreprise donc, par le secteur privé, de toute façon, pourquoi la subventionner? Et je pense que j'ai déjà abordé la question précédemment. C'est la question de coût versus bénéfice. Si l'entreprise voit que, ben non, moi, je m'arrête ici parce que voilà mon coût, voilà mon bénéfice, je ne veux pas faire mieux que ça, alors que la société aimerait qu'on en fasse plus. Alors là, il serait intéressant de subventionner. Okay? C'est toute la question de cette partie. Parce qu'avec une externalité positive, la recherche et développement que fait l'entreprise X bénéficie à toute la société, et alors que X ne prend pas en compte les bénéfices sociaux qu'elle génère, et donc, du point de vue de la société, elle ne fait pas assez de la recherche et développement. Donc, une subvention, en abaissant donc ses coûts, pousse donc l'entreprise X à faire plus de recherche et développement, et tout le monde en bénéficie. C'est ce qui fait que vous allez voir que 51%, n'est-ce pas, a été donc c'est par les entreprises commerciales et que 49% donc, sûrement donc par les entreprises étatiques, donc le gouvernement, les subventions, le financement, les bourses. OK. Alors donc, on va formaliser, n'est-ce pas, cette idée-là, n'est-ce pas, par donc, la question donc, de coût marginal et donc de bénéfice marginal. Donc, l'entreprise X compare donc son coût marginal qui peut être le salaire d'un ingénieur de plus avec son bénéfice marginal qui correspondrait, n'est-ce pas, au profit supplémentaire qu'il ferait s'il embauchait un chercheur ou un ingénieur de plus pour pouvoir faire donc de la recherche et développement. Donc, c'est ça qu'il va comparer. Si le coût marginal dépasse le bénéfice marginal, elle ne va pas faire de la recherche et développement. Si le bénéfice marginal dépasse le coût marginal, oui, elle va en faire jusqu'à ce que le coût marginal ne soit égal au bénéfice marginal. D'accord? Donc, on formalise ici. Donc, le coût marginal privé et le bénéfice marginal privé à l'égalité, c'est le choix à l'équilibre. Donc, lorsque le coût marginal privé va être égal au bénéfice marginal privé, en ce moment, l'entreprise va déterminer, va s'arrêter là. C'est à ce niveau qu'elle va trouver le nombre d'ingénieurs qu'elle va embaucher. Okay. Par contre, la société pourrait aimer que l'entreprise aille encore au-delà. Donc, on pourrait bonifier, par exemple, le coût, ou bien on peut bonifier donc, le bénéfice, tout dépend. Hein? Si vous bonifiez le coût, c'est comme si vous diminuez le coût. Ou bien vous voulez faire des subventions, donc c'est comme si les bénéfices augmentent pour lui. Donc, il va aussi continuer à embaucher des gens jusqu'à ce que le nombre là soit atteint. OK. Alors, donc, ce que je disais, c'est que la société a un coût marginal social et un bénéfice social aussi.
Sauf que le bénéfice marginal social est toujours plus grand que le bénéfice privé. D'accord? Tout le monde est d'accord? Le bénéfice social est plus grand que le bénéfice privé. De toute façon, le privé lui-même fait partie, n'est-ce pas, donc de la société. Okay? Si moi, par exemple, un entrepreneur, j'invente un procédé, j'aurai des bénéfices privés et ça va aider d'autres entrepreneurs à inventer d'autres procédés, ils auront des bénéfices privés. Et donc, le bénéfice social va être la somme de tous les bénéfices privés. Et donc, le bénéfice social est toujours plus grand que le bénéfice privé. OK? Alors, avec une subvention, l'entreprise fait plus de recherche et développement. C'est ce qu'il faut juste noter donc dans cette partie. On va essayer de subventionner les entreprises de sorte que leurs coûts vont être moindres pour qu'ils puissent faire plus de recherche et développement. OK? Alors, en théorie, il est possible de choisir une subvention alignant parfaitement le choix de l'entreprise et les intérêts de la société. Alors qu'en pratique, il est difficile de mesurer l'externalité et donc de déterminer la taille de la subvention qui est optimale. Okay? Mais en théorie, bon, on essaie d'évaluer quel est le niveau qu'on a besoin et puis on va compenser à l'entreprise pour qu'il puisse le faire. Mais la subvention peut être surdosée aussi par les lobbies. Donc, on peut faire trop de lobbying et ça fait que le gouvernement va trop financer, par exemple, la recherche et le développement alors qu'il n'en faudrait pas. OK? Et on dit, le progrès technologique est-il éternel? On parle donc de l'effet Bernard de Chartres. Donc, la recherche de nos prédécesseurs nous rend plus productifs en recherche et développement. Mais il y a aussi des effets négatifs. C'est-à-dire, effet ressources totales fixes. Y a-t-il un nombre total d'idées fixes? Les plus évidentes ont-elles déjà été découvertes? Donc, on peut avoir comme un effet de duplication des efforts. Donc, si le nombre d'ingénieurs augmente, il y a plus de chances qu'ils découvrent la même idée. Okay? Par exemple, voilà, il y a des gens qui sont au Canada, qui sont en train de faire la recherche et développement, les États-Unis, et puis ils vont trouver la même chose. Le même, parfois, ça arrive dans le milieu académique que deux chercheurs publient le même, enfin, trouvent le même papier, ils font le même travail, okay? Mais ils sont tous les deux pays. Donc, ce qui fait que il y a des effets négatifs aussi, des externalités négatives donc de la recherche et développement. OK. Alors, récapitulatif donc pour cette partie. Okay, là. Donc, il y a différentes sources donc, de croissance dans l'économie. Pour le PIB, il y a le capital, il y a le travail, et puis les résidus de Solow. Le résidu de Solow, c'est ça que, ce que Solow appelle résidu, c'est l'efficacité. Okay? Et ce résidu, on peut l'ouvrir après pour voir ce qu'il y a là-dedans. On voit que oui, ce résidu peut être influencé par le capital humain, peut être influencé par les institutions, peut être influencé par l'ouverture au commerce, peut être influencé essentiellement par la recherche et développement. D'accord? Et donc, la recherche et développement, on le fait, mais est-ce qu'on le fait de manière optimale? Oui, on peut financer cela si les entreprises ne le font pas de manière optimale. Parce que le bénéfice privé est toujours plus petit que le bénéfice social. À cause des externalités positives, il est toujours bon, n'est-ce pas, donc de financer ou bien de subventionner la recherche et développement. Donc, c'est ce qu'on peut retenir pour le cours d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais les prendre rapidement et puis on va traiter les exercices. Ça ne va pas être trop long. C'est bon? Oui. OK. Ah bon. L'exercice, on va pas tout faire. Hein. Ouais, on va faire le 1, le 2, c'est que le 3, on ne va pas le faire. Il faut lire le document. Bon, après tout, ce n'est pas une grande chose qu'il y a là-dedans. Oui, on va faire ceci. On va faire ceci, ça va vous rappeler encore ce dont on a parlé, n'est-ce pas, sur la causalité, donc entre deux variables. OK. On va aller rapidement. Exercice numéro 1.
Quel est le taux de croissance annuel moyen du PIB, du stock de capital, du nombre d'heures travaillées? Alors, un exercice comme ça, il faut d'abord savoir lire le tableau. Vous voyez, on vous a donné donc, en 1970, on vous a donné les valeurs. En 2010, on vous a donné les valeurs. Souvent, il y a un exercice qui vient souvent comme ça, OK? Alors, je vous conseille vivement donc, de bien faire cet exercice. Alors, on vous demande le taux de croissance annuel moyen du PIB. Donc, vous voyez, ça c'est le PIB. Ça c'est le PIB en 2010, le PIB en 1970. Alors, il faut utiliser juste la formule du taux de croissance annuel moyen qui consiste à utiliser la valeur à cette période 300 divisé par 100, le tout exposant 1 sur combien? 1 sur 40. Excellent. 1 sur 40, le tout moins 1. Là, vous pouvez calculer aussi le taux de croissance donc, du stock de capital. Ça va faire 20 sur 10, 1 sur 40, moins 1. Et pour le travail, ça fait 1200 divisé par 1000, 1 sur 40, moins 1. C'est bon? Alors, pour ceux qui l'ont fait, ça donne combien? 2,78. Mais je voulais savoir, est-ce qu'à l'examen, on met combien de virgules, de chiffres après la virgule? Bon, 2 chiffres, c'est suffisant. Mais si c'est un chiffre, on va vous préciser ça. On va vous préciser ça sur la copie. Un chiffre après la virgule. OK, c'est bon, merci. Sinon, 2. Mais de toute façon, si vous mettez 1 ou 2, ça ne changera pas grand-chose. Hein. C'est pas bien grave. Et ici, ça donne combien? 1,75. Et ici? 0,46. C'est parfait. Alors, donc, on a les 3 taux de croissance. Je vais les mettre ici. 2,78%, 1,75% et 0,46%. C'est OK. Alors, la question suivante, on dit, supposons que la fonction de production de cette économie est de la forme suivante. Donc là, vous voyez que on vous donne donc l'expression donc de la fonction de production. Bon, ici, ils ont mis T. Bon. Pour dire que vraiment, à chaque date T, oui, ça donne ça. Okay. On dit, faites apparaître le lien entre la croissance du PIB, la croissance du stock de capital, la croissance du nombre d'heures travaillées et la croissance de l'efficacité. Donc là, clairement, on veut que vous écrivez ça. C'est très simple. Vous voyez, en utilisant ça, vous allez dire que le G de ça, ça va faire le G de ça, plus le 0,4, comme c'est en exposant, ça va faire plus 0,4 fois de croissance de ça. Ça, c'est en utilisant le rappel mathématique. OK? Alors, maintenant, on vous dit maintenant, calculer le taux de croissance annuel moyen de l'efficacité A. Ben, parce qu'en fait, vous connaissez le taux de croissance annuel moyen de Y, vous connaissez le taux de croissance annuel moyen de K, vous connaissez le taux de croissance annuel moyen de L. Alors, vous pouvez retrouver celui-ci en faisant ça, moins 0,4. Oui, Atifa. Est-ce que dans les capsules, il va y avoir des exercices? Parce que j'ai vraiment rien compris, comme sur ça. J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que dans les capsules, il va y avoir un exercice là-dessus? Parce que j'ai rien compris. Les capsules... oui, tu sais, avec la madame qui explique qu'il faut mettre le mot de passe, est-ce qu'elle explique ça? Non. Non, en fait, elle avait déjà fait son rappel, c'est fini. Hein. Et je pense qu'elle a fait même ça. Ah, il n'y en a plus. Oui, non, elle a fait ça depuis 2019, si j'ai bonne mémoire. C'est juste pour le rappel mathématique qu'elle a fait ça. Ah, OK, parfait. Mais là, ce que vous n'avez pas compris, voilà, je vais vous expliquer ça en même temps. Parce que, c'est plus le point A, je n'ai pas compris parce que vous n'avez pas mis de formule, vous l'avez fait comme automatiquement, puis c'était trop vite. Ici? Oui.
Ouais. Donc, oui, mais juste pour vous conseiller, hein, c'est pour ça que je veux vraiment que vous lisez, n'est-ce pas? Et puis, vous essayez de faire l'exercice comme ça, vous allez être bloqué, vous allez avoir des problèmes, de sorte que quand je vais le faire, vous allez mieux comprendre. D'accord? Et ici, on dit de calculer le taux de croissance annuel moyen. Okay? Donc, il y a d'abord une formule du taux de croissance annuel moyen qu'on a utilisé. Où est-ce que je... Ça, voilà. Donc, le taux de croissance annuel moyen. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on a utilisé. Et donc, la valeur finale divisée par la valeur initiale, le tout est souvent 1 sur petit n, donc le nombre d'années. C'est ça qu'on a utilisé, moins 1. Et donc, où est-ce que je suis? Donc, c'est cette formule qu'on utilise ici en faisant le 300 divisé par 100, n'est-ce pas? Le tout est souvent 1 sur 40. 40 étant le nombre d'années. Donc, de 1970 à 2010, il y avait eu 40 périodes. D'accord? Donc, la valeur finale, donc le Q 2010 divisé par Q 1970, et puis le tout est souvent 1 sur 40 moins 1. D'accord? Donc, c'est cette formule qu'on a utilisée. OK? Il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir parce que ça va, il faut aller, il faut prendre le stylo, il faut commencer à écrire soi-même. C'est important. D'accord? C'est très important. Il faut garder la main, sinon, à l'examen, vous allez quand même être un peu perdu. Mais si vous le pratiquez, vous le faites vous-même, vous écrivez, et vous êtes bloqué, et vous regardez le corriger, vous avancez. Vous allez voir qu'à l'examen, tout sera comme de l'eau à boire. D'accord? Alors, c'est bon pour la formule qu'on a utilisée, le taux de croissance annuel moyen? Oui, merci beaucoup. Excellent. Alors, pour le petit b, j'explique ça aussi. OK. Alors, on va continuer. Une fois qu'on a donc cette formule, n'est-ce pas, donc du taux de croissance, n'est-ce pas, donc de YT en fonction donc du reste, comme on a vu dans le cours tantôt, on peut calculer le taux de croissance annuel moyen donc de A à partir, n'est-ce pas, donc de ce qu'on a déjà trouvé ici. Attendez, est-ce que je pourrais les avoir? Non. Je sais que c'est 2,78, 1, quelque chose, mais on peut avoir ça. Le G de A, ça fait G de Y moins 0,4, G de K moins 0,6, G de L. Parce qu'ici, on avait écrit que G de Y égale ça plus 0,4 G de K plus 0,6 G de L. OK? Alors, donc, c'est à partir de cette formule qu'on peut retrouver celle-ci en exprimant le G de A, OK? Comme je l'ai fait dans le cours tantôt. Et donc, il faut juste remplacer. G de L, je pense que c'est 2,78, G de K, 1, chose, G de L. Vous remplacez et vous calculez. Donc, vous allez faire ça à l'examen. Il faut que vous le faites vous-même avant lundi prochain. Il faut que vous fassiez tout ça avant lundi prochain, de sorte que lundi, quand on va se voir, ça va être comme un perfectionnement pour vous. OK? Parce que je ne sais pas si dans les intras, on aura à travailler avec la production par travailleur, parce que là, ici, on vous donne directement le PIB à niveau, mais il faut arriver à faire un autre exercice où on fait production par travailleur aussi. Magali, oui. Ben, moi, je n'ai pas réussi à le faire. Fait que, est-ce que vous pouvez le faire détailler comment vous êtes arrivé à... Parce que là, je la vois, la réponse, mais je ne suis quand même pas capable. Fait que, est-ce que vous pourriez l'expliquer, s'il vous plaît? Ici, ici hein? Non, pas ça. Comment est-ce que G de A égale à 0,028 comme la réponse après? Je ne sais pas si je suis allée trop vite, là, mais... Ah, OK. Bon, donnez-moi
Le Il faut que je le GDA, fasse à l'examen, je ne suis pas capable en ce moment. c'est 2,78 qu'on avait trouvé, c'est ça, hein? Oui. Si j'ai bien compris la question. Oui, oui, c'est ça. OK. Moins 0,4 fois GDK, c'est combien? 1 point. 1,75. Voilà. On va aller doucement, doucement. Moins 0,6 fois 0,46. 0,46%. Je pense que l'erreur, peut-être, Magali, ça doit être au niveau des pourcentages, peut-être. Tu n'as plus... Non, je les ai trouvés, mais je n'avais pas compris qu'il fallait que je prenne les chiffres Ah, du OK. avant. OK, ça marche. Donc là, si vous calculez 0,4 fois 1,75%, vous allez trouver la valeur, ça aussi fois ça, la valeur, et puis vous allez faire ça, moins ça, moins ça. Et je pense que ça doit donner ce qui est trouvé en bas. Je vais regarder. Dans le corrigé, là, stock de capital, ça donne 1,7 %, mais le vrai résultat, c'était 1,45 hein? Mhm. Fait qu'il y a une erreur dans le corrigé, c'est ça? Oui, non, je pense qu'ils se sont juste limités à un chiffre. Oui, c'est qu'eux autres, ils ont juste mis un chiffre après la virgule, tandis que moi, j'en avais mis 2. C'est ça la différence. Comme moi, le 0,5, ça me donnait, de mémoire, ça me donnait 0,46 ou 4 quelque chose. Oui, c'est correct. Oui, c'est ça, c'est 4,6 que ça donne. C'est ça. Dans tous les cas, vous ne serez pas trop jugé par rapport à des chiffres après la virgule, quoi. Même quand même l'examen se faisait en ligne, on faisait de sorte que quand le résultat est proche de cet intervalle, ça passe. Ça passe automatiquement. OK? Si jusque-là, c'est bon, ça veut dire que ça va, on est en train de progresser. Alors ici, on vous demande de chercher sur Internet, mais je pense que j'ai brossé. On dit, qu'est-ce que la productivité horaire du travail? Productivité horaire du travail. Donc, quelle est la productivité du travailleur? En fait, c'est la productivité du travail. Donc, c'est la production par travailleur, en fait. C'est Y sur N. Vous avez cherché? Vous comprenez ça? Je l'écris pour ceux qui n'ont pas entendu ça. Donc, la productivité horaire du travail, c'est la production par travailleur, bien, la productivité donc horaire. Bon, parce qu'on suppose parfois que les gens travaillent par heure, c'est-à-dire le L, parfois on le considère comme le nombre d'heures travaillées. Hein. Ça peut être le nombre d'heures travaillées, ça peut être la population, ça peut être le nombre de travailleurs, en supposant que bon, chaque travailleur travaille une unité. Okay. Donc, parfois, c'est le nombre d'heures de travail, en fait. Donc, on peut parler de la productivité du travailleur, ou bien on peut parler de la productivité horaire, on peut parler de la production moyenne d'un travailleur. OK? Donc, c'est essentiellement Y sur N. C'est bon? Alors, ici, on demande de calculer le taux de croissance annuel moyen de la productivité horaire du travail. Alors ça, vous voyez, Karim, c'est Karim. Donc, dans ce cas, tu auras raison, parce qu'on connaît bien la production de Y, on connaît on connaît le taux de croissance de Y, on connaît le taux de croissance de L. Et tout ce qu'on veut, c'est de calculer le taux de croissance de ce rapport. On ne nous demande pas donc, de l'exprimer en fonction de quelque chose, quoi que ce soit. Donc, dans ce cas, oui, vous pouvez juste aller en disant que ça va faire G de Y moins G de L. Donc, vous voyez que ça, par exemple, c'est vraiment, il faut être plongé dans l'exercice pour comprendre. Ce n'est pas une formule que vous allez utiliser là. Et ça ne se trouve nulle part dans le cours qu'on met ça. Mais on vous demande d'écrire ça d'abord, et puis on vous demande de calculer son taux de croissance. Donc, ça fait le taux de croissance du numérateur, moins le taux de croissance du dénominateur, en s'inspirant du rappel mathématique. Alors, ça donne combien? Ça fait 2, ça donne 2,32.
Et puis la dernière partie, c'est de quelle est la part de la croissance de la productivité horaire du travail attribuable au progrès technologique. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On sait que... Ben, OK. C'est dans le fond, c'est le G de A divisé par celui qu'on vient de calculer, le GY sur L. C'est ça. Parce qu'ils ont demandé la part. S'ils demandaient juste la contribution, ça va être juste GDA, n'est-ce pas? Mais ils demandent la part. Vous savez, souvent, quand on demande une part, c'est comme on veut la proportion. Donc là, il faut prendre GDA divisé par ça. C'est bon? D'autant que vous savez que Y sur L, ça fait A fois K sur L, 0,4. Je suis allé très vite. Et là, ça fait un exercice que je vous demande. Si quelqu'un me pose la question, je vais lui demander, ça c'est le devoir de maison. Essayez de le faire. Et puis, si vous ne trouvez pas, écrivez-moi par courriel. Si Y sur L, ça va donner A fois K sur L, le tout est 0,4. Alors, vous allez voir que le G de Y sur L va être G de A plus 0,4 G de K sur L. Alors, donc, si on veut la part, il faut juste prendre le G de A qu'on a calculé précédemment, divisé par 2,32. Et vous allez trouver la part que ça représente. C'est combien la part? 77,59 %. Wow. C'est pas divisé par 0,4 fois G de L? Ou le G de L est au complet déjà calculé? Le K sur L puissance 0,4 est égal au G de L au complet? On a ceci. G de Y sur L. Bon, je vais écrire Y sur L. Ça fait A fois K sur L. Puissance 0,4. Donc, G de Y sur L, ça va être... G de A plus 0,4 fois G de KA sur L. C'est ça. Exact, oui. Donc, si vous voulez la part de celui-ci, ça va être ça divisé par tout ça. Si vous voulez la part de K sur L... non. Attends, ce sera pas long. Si en fait, c'est pas le contraire que ça demande. Parce que ça dit la part de la productivité horaire du travail sur le progrès technologique. Non. Et là, en fait, parfois le français, quand il dit attribuable, vous voyez, attribuable, c'est-à-dire, je comprends, la phrase peut être mélangeante, on dit quelle est la part de la croissance de la productivité horaire du travail attribuable au progrès technologique. C'est-à-dire, quelle est la part donc, du progrès technologique dans la croissance de la productivité horaire. Okay? C'est comme, par exemple, vous avez choisi deux cours, par exemple. Et puis, à la fin donc, de la session, vous avez 4,0 de moyenne. Et puis, on peut vous demander quelle est la part attribuable au coût Éco 2400 dans votre moyenne. Dans ce cas, vous allez prendre donc la note que vous avez ici par rapport à la note totale, en fait. Donc, votre note ici va contribuer pour une partie pour votre moyenne générale. Mais quelle est la part qui va être attribuable à ce cours? Donc, c'est comme si on vous demande donc, la part de ce cours, en fait. Donc, c'est juste une question donc, de compréhension de français. D'accord? OK, ouais. Ça va être G de A divisé par G de Y sur L. Alors, Karim, j'espère que... Oui, c'est bon, parce que ici, parce qu'au bout de la ligne, c'est que le GY de L est égal le total de GA plus 0,04. Donc, si on exprime en pourcentage, ça veut dire que j'ai un pourcentage du progrès plus un pourcentage du capital. Les deux pourcentages est égal à 100% de GY sur L. Donc, attribuable au par rapport au GY sur L. Donc, c'est ça. OK, c'est bon. C'est ça. OK. Alors, si c'est bon, je pense que, voilà, il n'y aura pas plus difficile que ce qu'on vient de faire. Il n'y aura pas plus difficile, vraiment. OK?
Donc, il faut juste être attentif. Le deuxième exercice, on dit chercher dans un livre sur Internet pourquoi on dit que la croissance est endogène dans les nouvelles théories de croissance. Expliquer en 2 ou 3 phrases. Bon. Endogène, vraiment, c'est juste que le progrès technologique, n'est-ce pas, n'est plus considéré comme une boîte noire. On ouvre cette boîte noire et puis on essaie de regarder quels sont les éléments qui influencent, n'est-ce pas, cette efficacité technologique, et éventuellement, c'est par la recherche et développement. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, les nouvelles théories de la croissance est endogène car elle résulte de la recherche et développement. Et le niveau donc, de croissance est donc le fruit du comportement des entreprises dans la recherche et développement, ainsi que les politiques économiques mises en œuvre par le gouvernement. Et mes travaux sont essentiellement en fait donc, sur la recherche et développement, donc l'innovation technologique et puis l'adoption technologique, la croissance. Donc, c'est un peu sur ça aussi que je travaille un peu. Alors, la deuxième question, c'est expliquer comment la recherche et le développement peuvent entretenir la croissance. Alors, donc on dit que la recherche et le développement permet d'accroître le stock de connaissances, donc contrairement au travail ou au capital qui ont des rendements décroissants, le stock de connaissances ne souffre pas de rendements décroissants. Okay? La connaissance augmente, il y a forcément une progression. Okay? Donc, ce qui fait que il y a une tendance à la hausse. D'accord? Ça, c'est juste pour vous donner un peu culture générale. Alors, ici aussi, c'est culture générale pour vous aider un peu à lire un peu les articles, à comprendre un peu. On ne vous donnera pas un article à lire, mais on vous donnera quelque chose un peu de ce genre, de l'exercice 4. Hein. OK? Alors, il faut bien comprendre ça aussi. Ne pas perdre de points. On me dit que ce graphique est tiré du livre La société de défiance de Yann Algan et Pierre Cahuc. D'accord? Donc, ici, on vous présente donc l'indice de confiance et le niveau de bonheur donc, dans les pays. On dit que le niveau de satisfaction dans la vie sur une échelle de 1 à 10, donc le bonheur dans la vie, et par des personnes qui répondent, il est possible de faire confiance aux autres. À la question, en règle générale, pensez-vous qu'il est possible de faire confiance aux autres et que l'on n'est jamais assez méfiant? Donc, ça, c'est le niveau de confiance également. On essaie d'évaluer l'indice, OK? Alors, de règle générale, vous voyez qu'il y a une relation croissante. Donc, les pays dans lesquels les gens se font plus confiance, c'est ces pays dans lesquels, en fait, il y a plus de bonheur. Okay? On essaie d'évaluer à peu près le bien-être ou bien le développement d'un pays par rapport à certaines institutions. Est-ce que les institutions sont telles que les agents économiques se font confiance? Si oui, ben on va voir que le pays va être plus... Enfin, le pays, il y a une relation de développement, une relation croissante entre les niveaux de développement et donc le niveau de confiance que les gens se font. Mais bon, qui influence l'autre? Est-ce parce qu'on se fait confiance qu'on est développé ou bien est-ce parce qu'on est développé qu'on se fait confiance? Bon, on va répondre à la question au petit C. Alors, petit A, on vous dit de prendre un pays de votre choix et indiquer quel est le niveau de bonheur et quel est le niveau de confiance. Alors, choisissez un pays et puis on va faire le travail. Ça, c'est pour voir si vous savez lire un peu le graphique aussi, quoi. Des questions comme ça peuvent venir à l'examen. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oups. Alors, quel pays vous voulez prendre? On veut prendre Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. OK. On voit que leur donnée, ça correspond à 7,5. Donc, qu'est-ce que ça peut dire? Ça veut dire que leur niveau de bonheur est à 7,5 sur 10. Puis il y a la confiance qui est à 38 %, mettons. C'est ça. Confiance aux autres est à 38 %. Donc, 38, 0,38. C'est ça. Bon, il n'y a pas besoin de tout commenter, hein. On n'a pas dit d'expliquer. Okay? Donc, on indique simplement. Alors, quelle est la corrélation entre ces deux variables? C'est une corrélation positive. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Mais si le niveau de confiance est bas, le bonheur est bas, puis si le niveau de confiance est haut, le niveau de bonheur est haut. C'est ça. On s'arrête juste là, il ne faut pas aller loin. Maintenant, petit, si on nous dit de discuter de la causalité entre ces deux variables, c'est ici qu'il faut aller loin. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que le graphique nous permet quand même d'expliquer que oui, les pays qui vont améliorer le niveau de confiance vont pouvoir augmenter le bonheur donc, de leurs citoyens? Non, parce qu'il manque de données de plus. Mais si on peut se baser sur des théories déjà préétablies, est-ce qu'on peut l'affirmer? Ben, pas l'affirmer, mais dire selon les théories de... Disons, on a lu un document là, sur l'indice de confiance en France, puis comment ça affectait... Ah non, mais c'était autre chose, ça affectait leur taux de croissance, en fait, pas le bonheur. Ouais. Donc là, ça veut dire que vous comprenez bien le cours, mais il faut bien faire comprendre aussi au correcteur que vous savez de quoi vous parlez. Donc, il faut bien répondre, et puis après, vous dites, toutefois, en s'inspirant donc d'autres travaux, n'est-ce pas, qui ne sont pas ici. Donc, en regardant juste ce graphique, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure qui cause l'autre et tout ça. On voit juste qu'il y a une corrélation positive. Il se pourrait que c'est le bonheur qui cause ça. On se pourrait que c'est la confiance qui influence le bonheur. Cependant, okay, donc là, vous apportez un petit plus, okay, parce que vous avez déjà lu ailleurs. Cependant, en s'inspirant d'autres travaux qui ont été déjà faits, qui ont montré qu'effectivement, le niveau de confiance influence le niveau de bonheur, on peut dire que oui, la confiance cause donc le bonheur, mais pas à partir de ce graphique. Okay. Oui, Julie. Oui, j'ai une question pas par rapport à ça, mais plus sur le Moodle. Je tente de télécharger les examens intra comme modèle, puis je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien qui se passe. Là, j'ai fait cliquer télécharger le dossier, puis ça me dit bloqué. Est-ce qu'on peut télécharger tout le dossier? Je ne pense pas. Là, il faut rentrer là-dedans pour ouvrir le PDF et puis télécharger maintenant le PDF. Ouais. Oui, mais je l'ai fait pour les thèmes 1 à 4. Ça fonctionnait, mais pour l'examen intra, il n'y a rien qui fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Là. OK, attendez, on va faire ça rapidement tantôt. OK? Merci. Alors, donc, c'est ça essentiellement donc, la réponse que vous allez donner. Il n'y aura pas d'effet surprise. Il ne faut pas se précipiter pour dire oui, il y a causalité et tout ça. Mais généralement, il y a encore des étudiants parfois qui ne répondent pas bien à ce genre de questions. Je me dis parfois c'est gratuit parce que tel qu'on vous présente l'exercice, ça ne vous permet pas donc de conclure vraiment. Donc, vous ne pouvez pas conclure. Okay. Donc ici, on dirait quoi? On dirait qu'il est impossible de faire une conclusion. Oui, parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui cause l'autre. C'est juste une corrélation qu'on a observée sur le graphique. Il faut d'autres études encore pour pouvoir arriver à savoir qui cause vraiment l'autre. Et tu peux même encore aller dire qu'il se pourrait même que c'est une troisième variable qui cause en fait ces deux-là. Par exemple, je ne sais pas, le régime dictatorial, le régime politique qui est dans le pays, qui fait que les gens sont en même temps confiants et puis ont le bonheur, ou bien que les gens sont en même temps méfiants et sont malheureux. Donc, il peut y avoir une troisième variable et tout. Donc, tout ce qu'on a vu dans le cours, je pense qu'il y a une diapositive qui résume un peu ça, mais je pense aussi qu'ici aussi, il est clairement dit. Donc, le graphique suggère une corrélation entre bonheur et confiance. Et à partir de ces graphiques, il n'est pas possible de tirer des conclusions sur les liens de causalité entre ces deux variables. Le bonheur peut en effet jouer sur la confiance, tout comme la confiance peut jouer sur le bonheur. Enfin, la corrélation observée peut être tirée par une autre variable omise. Donc, l'instabilité politique, par exemple, peut réduire la confiance et le bonheur. Donc, moi, j'avais parlé, n'est-ce pas, donc du régime politique, par exemple. Si c'est dictatorial ou bien en démocratie, ben, ça va avoir donc des effets différents. Donc, dans un régime dictatorial, les gens sont en même temps malheureux, ils sont méfiants parce que tu parles mal du président, on peut venir te choper dans ta maison, donc tu es méfiant. Et dans un régime démocratique, les gens sont heureux et puis ils sont confiants. Voilà. Donc, ça peut être cette troisième variable. Donc, vraiment, ici, donne tout le résultat, mais si tu veux, tu peux ajouter encore la réponse de Tania disant que, cependant, d'autres études
n'est-ce pas, qui ont déjà fait ce tri, pourraient conclure, mais pas ici. D'accord? C'est bon, David? Oui, c'est bon, merci. Excellent. Alors, la dernière question, on nous dit que dans une étude avancée, Algan et Kahut mettent en avant l'impact causal de la confiance sur le bonheur. Voilà. Donc, discuter par quel mécanisme la confiance peut changer la croissance et le niveau de satisfaction des gens. Voilà. Donc, ici, au moins, ils disent qu'ils ont fait une étude. Maintenant, ils ont prouvé que oui, c'est la confiance qui cause le bonheur. Alors, comment est-ce que ça pourrait avoir lieu, d'après vous? Sans regarder, par exemple, le corrigé, à quoi vous pensez? Comment est-ce que les gens confiants, ça va augmenter le bonheur? Bon, ici, on vous a aidé que ça va passer par la croissance au moins. Donc, comment est-ce que la confiance peut influencer la croissance? Ben, peut-être en faisant confiance aux autres, puis à notre capacité, on va essayer de trouver de nouvelles idées, donc faire un peu de recherche et développement, non? Non, pas en tout. J'essaie de voir si ouais, c'est possible. Confiance, de la recherche et développement. Ouais. Si on dirait que le niveau de conscience pousse les gens, disons, à plus investir, que ce soit les entreprises ou les individus. Comment ça? Et au niveau de un manque de confiance, disons, peuvent faire chuter les marchés boursiers, c'est un exemple. Et au niveau de confiance, pousse les gens à dépenser et à faire des investissements. OK. Ça fait défense? Oh, oui, je cherche de voir, mais c'est pas très clair. Quelqu'un d'autre a une idée? Oui, on pourrait dire, admettons, plus on a confiance, plus on interagit avec les gens, plus on interagit, plus on partage nos connaissances, puis plus on partage, plus on crée un bien intellectuel commun, ce qui contribue à la croissance de la société. Donc le capital humain. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais. Quelqu'un d'autre veut se lancer dans quelque chose? Bon, je vais essayer donc de trouver quelque chose, n'est-ce pas, sur l'idée de Lauriane, en tout cas, mademoiselle Lord. Donc, j'ai oublié le prénom. Alors, la recherche et développement, oui, ce que j'ai pensé, c'est les subventions, par exemple. Si, par exemple, le gouvernement et puis les agents se font confiance, c'est que, vous savez que les entreprises, par exemple, ils vont déclarer que oui, ils vont faire de la subvention, donc ils vont faire de la recherche et développement, donc le gouvernement va les subventionner, en fait. Donc, il faut que le gouvernement fasse confiance que oui, les entreprises vont faire de la recherche et développement, effectivement, quand il va les subventionner. Parce qu'on peut subventionner des entreprises qui ne vont pas faire de recherche et développement, ils vont s'asseoir dans le bureau tranquillement, et puis ils vont jouer au jeu, regarder des films, et puis à la fin de l'année, déclarer qu'on a fait de la recherche et développement. Vous voyez? Donc, il faut quand même un certain niveau de confiance pour que, effectivement, les subventions à l'endroit de la recherche et développement puissent augmenter et qu'on puisse y arriver. OK? Donc, effectivement, ça peut passer par le cadre donc, des subventions. Pour ce qui concerne les investissements, en fait, les investissements proviennent essentiellement de quoi? Les investissements proviennent essentiellement par les prêts. OK? Quand on veut investir, essentiellement, ça vient par des prêts. Par des prêts. Mais on ne peut pas prêter quand il n'y a pas de confiance. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Quand il n'y a pas de confiance, on n'est pas sûr que il va rembourser. Parce que les gens peuvent prendre l'argent et puis ils vont dans un autre pays, ils prennent la fuite complètement, quoi. Donc, quand il y a cette confiance qui est créée par le fait qu'il y a un environnement quand même très, très bien, donc les prêts vont augmenter et ensuite, donc, on peut investir davantage, d'accord? Donc, quelqu'un avait parlé donc des investissements par aussi donc le marché. Oui, quand il n'y a pas de confiance, le marché ne fonctionne pas bien. Oui, c'est ça. Oui, Tania?
On peut même dire que si on fait, si l'investissement passe par les prêts qui sont eux-mêmes pas subventionnés, mais fournis fiscalement par l'épargne, si les gens n'ont pas confiance dans leur système pour épargner, à ce moment-là, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde où les gens n'ont pas confiance et donc, voilà. Oui, les gens dorment avec l'argent. L'argent dort sous le lit. Sous le lit, exact. C'est ça. OK, c'est parfait, merci. Nawid, oui. Ouais, désolé. Moi, je sais pas si c'est bon, mais si j'aurais eu une façon de répondre à la question, ça serait justement, vu qu'il y a plus de confiance, alors il y aura plus d'opportunités, puisque les gens vont être plus prêts à, par exemple, prêter de l'argent, comme vous avez dit. Alors, puisqu'il y a plus d'opportunités, il y aura plus d'argent, alors on va dire beaucoup plus de bonheur d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y a plus d'opportunités, je sais pas si ça marche. Mais... OK, sans passer par la croissance, n'est-ce pas? Exact. OK. En fait, justement, puisqu'il y a plus d'opportunités, puisque les gens vont plus prêter d'argent, il y aura plus de croissance aussi. Alors, il y a une meilleure croissance, alors il y a plus de bonheur parce qu'il y a une bonne croissance. Oui, non, j'essaie de voir un peu votre bonheur. C'est-à-dire, le bonheur, c'est que le fait que j'ai la capacité, n'est-ce pas, donc de pouvoir prêter, ça me rend déjà heureux. C'est ça, hein? Ouais. Okay. Si vous aimez l'argent, ça va rendre heureux. D'accord, oui, c'est possible. D'autant que, la manière dont on le dit ici pour la croissance, c'est que quand on dit qu'il y a la croissance, c'est que vous êtes devenu plus riche. Parce que la croissance, quand on est devenu plus riche, bon, là, on est heureux parce qu'on a plus, n'est-ce pas, donc de revenus. Mais bon, l'investissement, c'est juste un prêt qu'on a. Mais là, si tu vas encore loin en disant que oui, même si j'arrive à avoir un prêt auprès de la banque, je suis heureux, oui, c'est bon. C'est un canal aussi, d'accord, ça marche. Alors, voilà, donc c'est tout pour l'examen intra. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. On va revenir là-dessus. Je retire mon mot, Magali, je retire mon mot, ce n'est pas très compliqué. Mais on va revenir là-dessus donc le lundi prochain. Vous allez voir que il y aura une amélioration au niveau de votre compréhension. Vous allez voir que vous serez prêt pour l'examen intra. Ça n'est pas très différent non plus de ce qu'il y a sur Moodle. On va aller regarder, voir ce que Julie disait. Je vais arrêter d'abord l'enregistrement. Excuse-moi,